est-ce que vous avez partagé, vous, personnellement, et puis ceux qui sont autour de vous, personnellement, l'émotion qui a été provoquée par l'horrible mort de Sarah Halimi et l'assassin qui est jugé pénalement irresponsable et qui échappe par conséquent à un procès? Alors là aussi, pour moi, c'est une double peine. Sarah Halimi a été tuée parce qu'elle était de confession juive, vous imaginez, et on a défenestré cette femme qui avait des enfants. Et en plus, d'après ce qu'on me dit, au nom d'Allahu Akbar, vous croyez que moi, je vis normalement cette situation ? Bien évidemment, j'ai envoyé des imams, parce que je n'étais pas disponible à ce moment-là, au Trocadéro, pour montrer ma solidarité ferme, et j'ai dénoncé ce type de comportement. Maintenant, il y a une faiblesse dans le droit de notre pays. Cette faiblesse du droit, elle va être réparée, et tant mieux. Vous avez été avocat en France pendant combien de temps? Pendant 30 ans. Et Bernard-Henri Lévy, vous avez écouté le recteur de la Grande Mosquée? Oui, avec beaucoup d'attention, et j'ai été très très impressionné, monsieur le grand recteur, par votre clarté, par votre courage et par votre sagesse. Voilà. Et c'est vrai que je suis même assez ému de vous rencontrer et d'avoir entendu ces propos-là. Distinguer l'islam de l'islamisme, condamner avec cette fermeté l'islamisme, dire que l'islamisme radical, politique, l'islam politique est une insulte aux musulmans, absolument, en même temps qu'un crime contre la République, c'est tellement ce que je souhaite entendre depuis tant d'années que pour moi c'est un moment d'émotion. Merci Jean-Pierre Elkabbach. Ah mais non, ça n'est pas si fréquent, vous savez. Et il faut savoir il faut mesurer le courage, courage que prend le recteur de la Grande Mosquée de Paris aujourd'hui. Et vous savez ce que je voudrais lui dire? À 17h25, en tenant ses... Vous savez que je voudrais lui dire, protégez-vous. Voilà. Protégez-vous, parce que c'est un climat tellement de folie. C'est exactement ce que je voulais dire. Alors j'ai des petits-enfants qui regardent, je ne voudrais pas leur faire peur. Ce qu'à Dieu ne plaise, voilà. Non. Ils n'ont pas peur. Et donc, il mérite le soutien, parce qu'à travers lui, il y a peut-être, et l'État français, une nouvelle conception des rapports et de l'islam de France qu'il faut encourager. Vous entendez bien avec Emmanuel Macron? Gérald Darmanin, je sais, mais avec le président de la République. Oui, parce qu'il a fait le boulot. Son discours du 2 octobre, dans lequel il parle de ce séparatisme islamiste, c'est également un message important. Et je voudrais vous dire simplement, merci pour les compliments, mais je peux vous dire que je ne suis pas le seul. Il y a heureusement énormément de musulmans qui pensent comme moi, qui n'ont pas la chance peut-être d'être à côté de vous aujourd'hui, mais je peux vous dire que la grande majorité des musulmans souhaitent vivre paisiblement leur religion dans un État qu'est la France, citoyen français. Mais je n'en doute pas un instant. Mais ce qui est important, c'est d'entendre ces femmes et ces hommes exprimer avec cette clarté. Merci. Une longue bataille commence et je sais que vous saurez la mener. Merci d'être venu, monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Dans un instant, un peu de pub et nous nous retrouvons. Bernard-Henri Lévy, vous avez dit toute votre émotion en écoutant Shemseddine Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Vous avez vu qu'il a parlé lui-même d'insécurité, de la manière de lutter ici et là par les forces de l'ordre, la religion de son côté, contre l'insécurité. Quand vous voyez cette énumération, Rambouillet, Avignon, Mérignac, Les Ulisses, Fréjus, qu'est-ce que vous dites de l'état du pays? Vous qui dites « j'aime passionnément la France ». Oui. Ce que je dis, c'est que il y a un écrivain qui s'appelait Paul Valéry qui disait qu'un lien social, une société, c'est un lien miraculeux qui tient comme par magie. Il y a une magie qui fait qu'un lien social tient ensemble. Et c'est vrai que nous sommes dans un moment où tout ça est ébranlé de manière tout à fait inquiétante. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je crois qu'il faut réagir, comme le faisait votre invité précédent, avec sagesse et avec sang-froid. Et rien n'est pire que d'ajouter du feu au feu. Et rien n'est pire que de souffler sur les braises. Mais qui souffle sur les braises? Certaines forces politiques qui instrumentalisent le malheur des familles dont les policiers sont assassinés, qui en font des arguments politiques. Qui? Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui à des titres divers sont des trafiquants du chagrin
et des trafiquants du désordre. Je crois que face à cette situation que la France a plusieurs fois connue, c'est pas nouveau, ces attaques contre la République. Notre histoire en est pleine depuis l'institution de la République. Il faut que les politiques, les journalistes réagissent avec intelligence et sagesse. Vous dites, dans le livre, qu'il y a de la haine dans ce monde, Oui. qu'il y a haine dans la société des faux indignés de droite et de gauche, qu'il y a de la haine contre les symboles de l'autorité. Oui. Et on le voit, les patrons, les élus, les enseignants, les policiers avec ces campagnes anti-flics. Oui. C'est-à-dire la République. Les policiers, ils sont les fantassins de la République. Ils sont parmi les piliers de la République. Quand on les attaque, c'est la République qu'on offense et qu'on outrage. Et quand je vois des manifestations, et ce n'est pas les Black Blocs qui hurlent, il y a quelques mois, aux policiers « suicidez-vous », c'est un appel au crime, c'est un acte de haine insensé, c'est d'une cruauté et d'une violence absolue. Mais j'admire ces femmes et ces hommes qui entendent ça et qui conservent leur sang-froid et qui sans doute pensent à leur famille à cet instant. J'admire leur sang-froid. Et c'est là probablement la vertu la plus requise en ce moment que nous vivons. Alors entendu, il y a quelques minutes au commissariat de Cergy-Pontoise, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est allé encore une fois dire ce qu'il pensait de la situation d'insécurité, des moyens de lutter et surtout des moyens de lutter contre les trafiquants de drogue qui aujourd'hui sont à l'origine aussi, avec plutôt d'autres qui les encouragent, de l'insécurité dans les banlieues, dans les quartiers, parfois même dans le centre des villes. Gérald Darmanin. Et la police de la République, elle est là pour imposer la loi de l'État, qui est faite pour protéger les plus faibles d'entre nous. Et cette lutte contre les trafics de stupéfiants, qui est la mère de toutes les batailles, parce que les trafics de stupéfiants, ça fait naître les cambriolages, ça fait naître les tentatives d'homicide, ça fait naître les agressions, ça fait naître les accidents de la route, ça fait naître le financement du terrorisme. Cette lutte contre les stupéfiants, elle est essentielle pour sauver le plus d'enfants de la République de cette merde qu'est la drogue. Alors oui, les policiers et les gendarmes vont continuer à harceler ces points de deal. Ils ont des résultats extrêmement impressionnants. Ils dérangent les trafics. Qu'est-ce qui manque à la France dont vous dites dans le livre sans arrêt que vous avez une passion pour elle? Vous dites une idée, une grande idée. Qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui? À la police, il manque sûrement des moyens. Le gouvernement doit s'en charger, il s'en charge. Des moyens. Il s'en charge, mais ces moyens, ils ont été diminués depuis bien longtemps, donc il en faut davantage. Après, qu'est-ce qui manque? Il manque probablement un grand récit national, une fierté collective. Il manque peut-être un peu de cela. C'est vrai que plus rien ne tient, ni les églises, ni les partis politiques dont vous avez parlé tout à l'heure, tous, ni les syndicats. Et voici que les militaires s'en mêlent. Et puis, il y a aussi trop d'indulgence vis-à-vis, parmi nous tous, vis-à-vis des actes d'incivilité anti-républicaine. Trop d'indulgence vis-à-vis du discours anti-élite, trop d'indulgence vis-à-vis du discours dégagiste qu'on voit se développer. Je reviens sur ma question. Oui. Puisque rien ne tient aujourd'hui, vous entendez les militaires se manifester. Il y a une première pétition et avec une deuxième pétition qui est annoncée, ils vont récidiver. Dans le climat que vous dites, est-ce qu'ils ont tort? D'abord, ce n'est pas les militaires, c'est un petit groupe d'anciens militaires, grâce au ciel. Mais là, il y aura des militaires d'actifs, nous dit-on. Il y aura des militaires actifs qui pétitionnent de manière anonyme et qui, à mon avis, ne représentent pas l'armée française. L'armée française, j'ai eu l'honneur et la chance de la voir quelques fois dans ma vie, dans les 30 dernières années, en opération. Je peux vous dire qu'ils ne ressemblent pas à ce que j'entends autour de cette pétition. C'est des républicains. Ils ont le sens de la légitimité démocratique et ils ont le sens de l'honneur. Oui. Les militaires français, ils ne viennent pas souffler sur les braises de cette espèce de haine latente qui se propage comme un feu de brousse. Mais c'est extraordinaire parce qu'ils expliquent qu'ils veulent rester dans la légalité, mais que si on a besoin d'eux pour éviter la guerre civile, eh bien, ils sont là. Et pour dire leur colère, ils lancent une sorte de MeToo soldat ou hashtag balance l'État. Je trouve ça misérable et marginal, franchement. Et l'image qu'on a vue hier à l'Arc de Triomphe du président de la République
entouré en chef des armées qu'il est par les chefs de l'armée française, par le haut commandement de l'armée française, c'est une réponse sans parole à cette agitation anti-républicaine de ces anciens généraux à la retraite. Oui, vous les éliminez ou vous les écartez peut-être un peu vite parce que ça alimente le débat. Est-ce que la France du XXIe siècle peut être frappée du virus de la tentation militaire? Je ne le crois pas, parce que cela n'est pas dans la tradition française. Quand vous regardez bien l'histoire de la République depuis sa naissance, on est une nation populiste, on est une nation qui parfois ne s'aime pas assez, on n'est pas une nation putschiste. Attendez, même à l'époque du général Boulanger, même à l'époque... Ça n'a pas duré longtemps. Oui, le général Boulanger, il ne cherchait pas au moment de l'affaire... Et puis après, au moment de l'affaire Dreyfus, il ne cherchait pas l'assentiment de l'armée, il cherchait l'assentiment des bandes factieuses qui tenaient le pavé parisien. Donc il n'y a pas de tradition, grâce au ciel, de tradition putschiste en France. Regardez, à l'heure actuelle, Oui. l'armée peut-elle sauver la France? Non, l'armée, elle défend la France, elle sauve l'honneur de la France parfois, au Mali, en Afghanistan jusqu'à son retrait, hélas, annoncé. Mais ce n'est pas elle qui va défendre la France. Mais ceux qui se sont manifestés, ils traduisent quand même un malaise. Écoutez, ils traduisent cette espèce de mode. de folie moderne qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde veut être célèbre 3 minutes à travers les réseaux sociaux, à Andy travers Warhol. une page Facebook, à travers un buzz Twitter. Et moi, je vous dis, je fais le pari qu'à part Marine Le Pen qui a enfourché cette affaire comme une espèce de divine surprise, qui risque d'ailleurs de lui revenir dans la figure plus vite qu'elle ne le croit, cette pétition ne fera pas long feu dans notre société. L'image qu'on a vue hier devant l'Arc de Triomphe, le président seul, tête à tête d'abord, avec le chef d'état-major des armées, le général Lecointre, puis accompagné de tous les généraux, avec derrière le Premier ministre et la ministre de la Défense, c'est une image qui va marquer. Et qui veut dire beaucoup, comme vous l'avez indiqué. C'est une image, comme je vous l'ai dit, oui, c'est une... Le chef, c'est moi. C'est une réponse, en effet, à cette bande d'excités un peu fatigués. Et c'est une belle réponse républicaine, voilà. Mais est-ce qu'on va encore longtemps agiter la peur de Marine Le Pen? Est-ce que ça veut dire... D'abord, c'est qu'on n'a pas assez d'idées pour la combattre, dont on en sert dans l'épouvantail. À PACA, dans le Nord, etc. Mais ça, c'est j'allais dire la petite politique. Non, c'est de la politique. Mais est-ce qu'elle peut profiter de cette situation et se retrouver un jour en juin à l'Élysée? Écoutez, moi, personnellement, je ne le crois pas. Je crois qu'il y aura, et le moment venu, et peut-être d'ailleurs avant le moment venu, un sursaut républicain en France, et que les conservateurs de droite et les réformistes de gauche se rendront compte qu'on peut se quereller, on peut débattre, on peut se foutre sur la gueule dans des grands débats démocratiques, tout en excluant en effet cette tentation de l'extrême. Le débat des démocrates ait lieu. Mais peut-être l'élection. Alors après, qu'il manque d'idées, ça c'est autre chose. Qu'il faudrait qu'ils travaillent davantage, les conservateurs et les sociodémocrates, c'est certain. Que dans notre pays, un parti comme celui-là puisse tirer les marrons du feu, je ne le pense pas. Un parti comme le Rassemblement national. Bernard-Henri Lévy, mais aujourd'hui, la mode, c'est, vous l'avez entendu 50 fois, le racialisme, l'indigénisme, oui. la culpabilité coloniale dans les Sciences Po. Regardez à Grenoble, regardez à Toulouse et dans l'université. À votre époque, c'était le marxisme qui dominait. Et aujourd'hui, c'est l'islamisme politique qui est l'idéologie dominante. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas non plus très impressionné par l'ampleur que prend cet islamo-gauchisme. C'est très important. Et j'ai soutenu d'ailleurs la ministre de l'Enseignement supérieur dans la dénonciation qu'elle en a fait. Mais c'est vrai que moi j'appartiens à une génération où l'influence du marxisme-léninisme dans les universités était autrement plus inquiétante et plus sérieuse. À l'époque, et même maoïste. Voilà. Autrement plus inquiétante que l'influence de ces sociologies faibles, d'ailleurs, qui constituent l'islamo-gauchisme. Donc il faut les combattre.
avec fermeté, il faut les dénoncer, il faut, sur le terrain des idées, mais pas pour autant croire que la partie serait perdue. Mais il faut peut-être aussi nous déshabituer de l'idée que c'est l'Occident qui est le seul à exister, qui a des cultures, qui a des histoires, des tragédies, des joies différentes ailleurs. C'est pas à moi que vous allez dire ça. Non, mais J'ai consacré ma vie, et encore donc un livre Sur la récent, route des hommes sans nom. oui, à montrer cela. Donc je le crois absolument. J'ai passé mon existence à voyager, à m'excentrer et à prouver à mes lecteurs qu'il n'y a pas en effet que notre nombril et nos frontières confinées. Comme Jacques Chirac. Jacques Chirac, parce qu'il n'oubliait pas l'apport de l'Afrique et de l'Asie. Et c'est lui Oui. qui a Mais j'aimais inauguré, Oui. l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage qui va avoir lieu demain. Oui. Et que le président de la République va lui aussi commémorer Eh bien, dans le jardin de Luxembourg. Jacques Chirac avait raison. Sur ce point, je m'accordais avec lui. Il m'a d'ailleurs envoyé, j'étais son représentant personnel pendant 3 mois en Afghanistan après la chute des talibans, et j'en étais très fier en 2002. Mais Jacques Chirac, comme vous et comme la plupart de ceux qui nous écoutent, n'aurait pas dit pour autant que l'Occident était source de toutes les turpitudes et de tous les malheurs de l'humanité. Oui, Voilà. condamner l'Occident. Voilà. Et d'ailleurs, Il y a une marge entre le regard éloigné et l'autoflagellation. On peut avoir le regard éloigné, on peut s'intéresser à la situation pré-génocidaire qui menace les chrétiens du Nigeria, sans pour autant penser que l'Occident serait la source et de c'est tous les pourquoi il crimes. faut non seulement condamner la politique européenne de la traite des Noirs, mais toutes les traites négrières, comme disait Jacques Chirac. Les traites négrières. Et il y en avait 3. Il y avait cette partie des traites négrières qui était organisée par le mercantilisme occidental. Il y avait un deuxième tiers qui était une traite interafricaine et une troisième traite qui était le fait de l'Arabie Saoudite et de quelques autres. Il reste aujourd'hui 45 millions d'esclaves. Vous citez dans le livre les écrivains et les philosophes, vos modèles. Malraux, Byron, Laurence d'Arabie, Roger Stéphane, Emmanuel Lévinas. On ne les croit plus dans les facs, parce qu'on dit que la philosophie est trop blanche aujourd'hui et que les philosophes, vous êtes trop blancs. Oui, écoutez, je refuse, je combats cette manière de voir les choses et de raciser les gens. Quand je vois des soi-disant gauchistes qui me renvoient à mon identité blanche, demain mon identité juive peut-être, et qui se renvoient eux-mêmes à leur identité, par exemple, noire, je me dis qu'ils sont en train de devenir fous et qu'on est face à une espèce de grimace de l'antiracisme qui est horrible. Vous qui avez créé SOS Racisme avec Julien Drey. Moi, avec Harlem Désir, avec Julien Drey, avec d'autres. SOS Racisme, c'était un mouvement qui disait... nous sommes d'abord des hommes, nous sommes d'abord des frères. Il y a un corps de pensée qui s'appelle le judéo-christianisme et dont l'islam a été aussi l'enfant et qui dit que l'espèce humaine, elle est monogénique, qu'elle vient d'une souche unique. Cette histoire de gens racisés et des réunions de noirs interdits aux blancs, etc., c'est proprement ahurissant. Oui, mais que ferait un Bernard-Henri Lévy noir ou métis ? Mais il dirait la même chose. Il dirait que... Comme le disent d'ailleurs Rachel Kahn et un certain Alain Mabankou, etc. Je ne leur ferai même pas l'insulte de les citer comme s'ils étaient des exceptions, comme le font encore une immense majorité de ceux que vous évoquez. Pour vos voyages et vos aventures vers des terres inconnues, au péril de votre vie, vous dites que vous écoutez une petite voix intérieure qui vous guide, etc. C'est comme ça que vous êtes allé très souvent et que vous allez très souvent voir de près le pire, les hommes sans nom. Et vous avez cité tout à l'heure les chrétiens du Nigeria, si proches de Boko Haram, l'Ukraine, le Bangladesh, en Grèce, l'île de Lesbos submergée de migrants et les Grecs qui n'en veulent plus et n'en peuvent plus, la douloureuse Libye. Et là, à l'époque, on se souvient tous que vous aviez conseillé Nicolas Sarkozy, Hillary Clinton, de liquider Kadhafi. Ça a été fait.
Non, non, j'ai jamais conseillé à personne de liquider personne. Non, mais, J'ai conseillé- attention, Benghazi, ils vont les esclavagiser. Non, j'ai conseillé à Nicolas Sarkozy et à Hillary Clinton d'entendre les Libyens qui leur montraient images à l'appui que les chars de Kadhafi étaient en train de préparer un bain de sang. Et d'avoir fait cela, d'avoir tenu ce discours au président Sarkozy et à Hillary Clinton fait partie des choses de ma vie dont je suis fier. Oui, mais aujourd'hui, vous avez du mal à entrer dans ce pays Oui. qui est assez ingrat. Oui, ingrat. Ingrat. Oui. Vous avez contribué à le libérer, vous ne pouvez pas y mettre les pieds. Mais c'est leur problème. En effet, c'est quelque chose avec quoi ils vont devoir se débrouiller et ils le font avec apparemment certains avec beaucoup de facilité, puis d'autres c'est plus difficile. Mais c'est pas le mien. Moi j'ai fait ce que je devais faire. Est-ce que je peux dire, au passage, Tout ce que vous voulez. oui, Oui. que vous avez êtes chez vous. après, ce livre. Oui. Vous allez l'accompagner, si j'ai bien vu, d'un film, Oui. enquête, reportage de toute beauté, et il sera diffusé. Est-ce qu'il sera vraiment diffusé le 14 juin sur Canal+. Il sera diffusé très vite sur Canal+. Oui, je c'est-à-dire je l'espère, oui. autour de ces dates. Je l'espère. C'est un film de cinéma, mais la situation en effet sanitaire fait que ça devient très compliqué aujourd'hui, comme vous le savez. Qu'est-ce que vient faire dans ce récit de votre livre et dans ces quêtes le fait que vous répétez d'être juif? Qu'est-ce que ça apporte? C'est un des soubassements de mon être et de ma pensée. Voilà, je pense en effet à partir de Hegel et à partir de Tocqueville, et je pense aussi à partir de la grande pensée juive qui m'a appris par exemple qu'on est vraiment un homme et qu'on habite pleinement l'honneur d'être un humain quand on va vers l'autre, quand on s'expatrie de soi, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous dites, je vous cite, refuser que triomphent les puissances du nombre, s'arc-bouter contre le fatalisme qui remplace les dieux d'hier par le néant de demain, résister au nihilisme et faire une bonne action, une misva. Oui, oui. Qu'est-ce que vous appelez, bon, la vie grande, on voit ce que c'est, mais qu'est-ce que vous appelez la mort grande? Parce que vous y pensez souvent en étant sur le terrain. La mort grande, j'y ai pensé quand j'étais très jeune et j'explique justement dans ce livre que j'en suis revenu. C'est vrai que lorsque j'étais adolescent et un peu plus tard qu'adolescent, je rêvais à la fois d'une vie et peut-être le jour où ce serait terminé, d'une mort, comme les gens que j'admirais, les héros de mon adolescence, les grands résistants. Enfin, je rêvais de tout ça. Vous savez, j'appartiens à une génération où on était encore tout proche. On était à un battement de cils, quand j'avais 20 ans, de la Seconde Guerre mondiale, de l'horreur nazie et de la grandeur de la résistance française. Moi, j'ai été élevé dans l'admiration de la grandeur et du courage de la France libre, des brigades internationales en Espagne, c'est-à-dire de femmes et d'hommes qui étaient capables, en effet, de prendre le risque de mourir au nom d'un idéal et d'une idée plus grande qu'eux. J'ai admiré cela et j'ai été formé à cela. Demain, c'est le 10 mai, l'arrivée de François Mitterrand et la gauche avec lui au pouvoir. Vous étiez où ce jour-là? Le 10 mai, alors pour ne rien vous cacher, je connaissais François Mitterrand depuis très longtemps, mais j'étais très hostile au programme commun. Vous vous en souvenez peut-être. J'avais écrit un livre qui s'appelait La barbarie à visage humain quelques années plus tôt. J'étais très hostile au programme commun et très hostile à l'entrée de ministres communistes. Il y en avait 4 qui sont rentrés. 4. Mais à l'époque, le PC de Georges Marchais comptait 22% d'électeurs. Oui, oui. Et ils se sont réduits comme peau de chagrin. La grande question historique, c'est qu'est-ce qui a tué le Parti communiste? Est-ce que c'est le baiser de la mort que leur a infligé François Mitterrand? Ou est-ce que c'est les dissidents russes et la révolte des femmes et des hommes libres d'Europe centrale et soviétique? Moi, je crois que c'est la deuxième solution. Mais ceci pour vous dire que le 10 mai 81, une part de moi était heureuse parce que j'admirais Mitterrand. Mais une part de moi était inquiète parce que l'antitotalitarisme ne se divise pas. Et je déteste autant les staliniens que je déteste les islamo-fascistes aujourd'hui ou que j'aurais détesté avant-hier les nazis. Donc une part de moi était en effet très inquiète. Je termine. Oui. Un de vos héros
comme d'ailleurs Milan Kundera, le grand écrivain, c'est Don Quichotte qui a été diffamé, encensé, critiqué. Bernard-Henri Lévy, Don Quichotte. Écoutez, non, peut-être, mais ce qui est vrai, honnêtement, je n'ai jamais compris la défaveur qui entoure la figure de Don Quichotte. Moi, je trouve que c'est une figure magnifique. Parce que défendre une cause perdue, c'est plus noble que de défendre une cause qui a déjà gagné. Défendre la justice, même quand c'est des moulins à vent, c'est mieux que de ne pas la défendre du tout parce qu'on ne l'a pas vue. Les valeurs d'honneur et de chevalerie, c'est quand même mieux que cette espèce d'égoïsme satisfait dans lequel se réfugient trop souvent nos frères humains. Donc moi, c'est vrai que j'aime Don Quichotte et je suis frappé de voir que depuis l'écriture du roman, très peu se sont dressés pour dire la noblesse de cette figure. J'essaye à ma manière de le faire. Sur la route des hommes, son nom va sans doute continuer parce que vous êtes incorrigible. Oui. Nous aurons l'occasion de Oui. le revoir. BHL ou Bernard-Henri Lévy, Don Quichotte va continuer à se mettre en route. Tant qu'il aura l'énergie. Mais il n'y a pas que ça. Et Don Quichotte, plus. Oui, mais ça dépend de quoi en effet, la soif de justice, le désir de fraternité et l'énergie qui vont avec. Tant que j'aurai cela, en effet, vous entendrez parler de... Et vous viendrez en parler avec nous. Et à avec dimanche prochain, nous tous, à dimanche prochain. Bonne soirée, dimanche à 17h. Bonne soirée et puis bonne semaine avec nous tous.